9h-10h, Sud Radio, la vérité en face, Patrick Roger. Il est 9h35. Alors d'habitude, c'est le vendredi, notre débat entre Alex Darmon et Éric Tegner. Là, nous le faisons aujourd'hui avec un petit peu de retard. Pourquoi nous le faisons aujourd'hui? Parce que demain, je serai à Lyon pour les 30 ans de Lyon Capitale. Ce magazine, en fait, lyonnais. Donc, il y a un événement et à cette occasion, j'aurai un grand invité demain matin de 9h à 10h. En l'occurrence, ce sera Jean-Michel Aulas, qui connaît bien, évidemment, Lyon, son évolution depuis 30 ans. Il n'y a pas que le football dans la vie. Et il nous en parlera. Et puis avec d'autres invités probablement aussi. Venons donc, puisqu'on évoque le football, on en dira peut-être un petit mot tout à l'heure avec vous, Alex Darmon aussi, et Éric Tegner, sur pourquoi cet emballement autour de Mbappé. Est-ce qu'on devait en parler, ne pas en parler, etc. Ça a occupé en fait la une de beaucoup de médias. Mais avant ça, il y a quand même beaucoup de sujets politiques. Voilà, entre l'immigration, aujourd'hui, à Bruxelles, il y a une réunion assez importante parce que c'est vrai que ça pousse de chaque côté pour revoir en fait les règles de l'immigration en France. On a un sondage aussi de l'IFOP qui dit que il faut mettre en place en fait une immigration en France probablement en fonction des besoins économiques. C'est à 70% quasiment. Déjà, il y a des questions assez intéressantes. Et puis il y a les finances de la France parce que vous l'avez vu. Depuis quelques jours, on en parle, les finances qui sont quand même, c'est un panier percé, en fait, nos finances aujourd'hui. On pensait que le gouvernement pouvait s'en sortir quand même pour trouver une adhésion. Et là, le RN menace quand même aussi de sanctionner en fait le gouvernement. Comment vous voyez en fait un peu les choses, vous, Éric Tegner et Alex Darmon ensuite? Ce qui est vrai, c'est que ces derniers jours, quand on parle des députés du Rassemblement national, la possibilité d'avoir une censure du gouvernement avant le 31 décembre est bien plus claire et plus nette que le mois dernier. Pourquoi? Parce qu'au début, le gouvernement avait promis un contrôle de ses finances publiques par 2/3 de baisse des dépenses et 1/3 d'hausse des impôts. Et il y a cette impression aujourd'hui que cela est complètement inversé, qu'on va se retrouver avec beaucoup plus d'impôts que prévu. En fait, c'est ce qui a été découvert lorsque justement ce projet de loi sur le budget a été déposé. Et donc ça, forcément, le Rassemblement national ne peut pas le laisser passer. Et ce qui est en train aussi de ressortir, c'est un petit peu ces mots de Jordan Bardella pendant les élections européennes, qui disait sous les airs un peu moqueurs des autres qu'il fallait absolument faire un audit des comptes. Les gens disaient, oui, mais à chaque fois, les comptes sont publics, c'est ridicule ce que vous dites. Et on est en train de réaliser qu'en fait, cet audit des comptes, oui, il doit avoir lieu. Il y a cette commission justement des finances qui a laissé la possibilité qu'il y ait une commission d'enquête sur pourquoi il y a une dérive des finances publiques. Et c'est ça la réalité, avec de l'autre côté un Michel Barnier qui est obligé quand même de boucler un budget préparé déjà de longue date de toute façon par Bruno Le Maire parce qu'il est arrivé assez tard. Oui, Alex Darmon. Oui, c'est un peu l'inconnu, l'incertitude générale, parce qu'effectivement on pensait que le RN n'allait pas déposer de motion de censure, et là on se rend compte qu'ils sont peut-être en train de changer d'avis, même si on leur a donné des gages en disant qu'il y aurait une nouvelle loi immigration. C'était pour eux, la nouvelle loi immigration annoncée, c'était pour leur dire en gros en échange. Vous croyez que c'était vraiment pour eux? Ouais, j'en suis quasiment sûr. J'en suis quasiment sûr. Mais après on peut en discuter. Et puis de toute façon il fallait parler d'immigration, mais en tout cas c'est ce qu'ils demandaient depuis longtemps le Rassemblement national. Moi je pense aussi que en fait il y a aussi une pression des territoires aujourd'hui. C'est-à-dire que dans ce budget qui est déposé, on va encore mettre à contribution les collectivités territoriales, les départements, les communes, et que ça ne passe plus. Ça ne passe plus. Et c'est en train de remonter auprès des parlementaires, auprès des députés comme des sénateurs. Et c'est aussi ça qui met la pression sur les parlementaires aujourd'hui. Quand vous voyez qu'il y a, je crois que c'était en 2018, c'était sous Macron, donc je sais plus, 2018 ou 2021, on avait supprimé déjà la taxe d'habitation, 22 milliards d'euros de recettes pour les communes, on avait supprimé. Et là, on demande encore aux collectivités locales, principalement aux départements, de baisser leurs dépenses, de fonctionnement, d'aller ponctionner leurs recettes, leurs futures recettes, même pas de ponctionner déjà ce qui existe, de ponctionner leurs futures recettes, donc de ne pas prévoir. En fait, ce qui fait peur à tout le monde, c'est que en baissant ces recettes, vous allez inciter les élus locaux, qui sont déjà pas très heureux dans leur vie du quotidien aujourd'hui, même pas à moins faire, mais à ne rien faire du tout. Voilà. Donc en fait, en réalité, il y a un sentiment général de on va être bloqué et on va plus avancer. Peut-être des économies aussi à faire, quoi. Bien sûr. Non, mais attendez, il y a des économies à faire, mais peut-être ailleurs.
peut-être ailleurs. Quand vous voyez que dans le même temps, on nous annonce qu'on augmente le budget de l'Élysée, alors c'est un symbole. Non mais c'est un symbole. Mais c'est un symbole. Mais qu'on augmente le budget de l'Élysée ou le budget du Parlement, mais qu'on demande encore aux collectivités locales de baisser le leur, alors que c'est elles qui permettent aux Français et aux citoyens de se déplacer, d'aller pour les plus jeunes à l'école, de pouvoir avoir l'accès aux services publics. Dans le symbole, vous savez, quelquefois le symbole il est plus important quelquefois que le fait concret. C'est juste que je vous dis. Je pense qu'il y a un message qui n'est pas cohérent. Ce qui est intéressant sur la taxe d'habitation, c'est que c'est le cadeau qu'avait promis Emmanuel Macron en 2017 aux Français et qui a, selon les études, fait basculer la balance. Ça lui a accordé énormément de points dans les zones qui étaient les premières touchées. Et on voit que c'était complètement à la démagogie parce que d'un côté, il y a cette suppression et de l'autre, le rééquilibrage n'était pas fait. Alors que sur d'autres allègements, le rééquilibrage était fait. Également, sur la question des dépenses, la vérité, c'est qu'aujourd'hui, y compris les collectivités, ne veulent pas taper, par exemple, dans les subventions aux associations. On sait aujourd'hui qu'elles reçoivent des milliards d'euros par an, qu'il y en a énormément. On parle toujours tout à l'heure justement. Vous dites qu'il faut taper dans ces subventions. Bien sûr, il y a énormément de dons sur la culture. On sait très bien qu'il y a toute une série de théâtres ou de films au cinéma qui sont simplement en fait des envies, des souhaits de certaines personnes, de certaines cases. C'est-à-dire que ce sont des pièces de théâtre ou ce sont des cinémas où personne ne va aller les voir et pourtant ils ont compté des millions d'euros à être faits. On sait que le CNC, etc. aujourd'hui utilise cet argent-là pour certaines causes communautaristes. Là-dedans, il faut être capable de taper dedans. On sait qu'il y a 900 millions d'euros qui sont donnés chaque année aux associations pour aider les migrants, etc. Là, il y a beaucoup à taper. Tout à l'heure, vous parliez également de la question des Français qui diraient qu'il faut être capable de filtrer l'immigration en fonction de l'immigration de travail. Mais ce qu'on note aujourd'hui, c'est que la prime d'activité qui est donnée aux étrangers, elle est équivalente à 1 milliard d'euros par an. Donc, c'est-à-dire qu'on va faire venir ponctuellement des gens pour essayer justement d'avoir un emploi, mais de l'autre côté, ces gens-là, ils vont rester et ils vont coûter énormément d'argent, dont la prime d'activité, dont les HLM, dont énormément de choses. Et ça, on refuse de taper dedans par démagogie. Ce qu'il faut taper dans l'argent des associations, mais c'est comme tout. Et effectivement, il y a sans doute de l'argent, je vais appeler ça de l'argent sale dans certaines associations, mais on peut pas faire une globalité non plus. Et en plus, ce que tu dis, Eric, c'est en train déjà de se passer. On voit qu'il y a des radios locales qui vont fermer puisqu'elles n'ont plus de financement. C'est le cas en Alsace. Parce que justement, il faut qu'on baisse les budgets des collectivités. Et souvent, les collectivités, quand on leur demande de baisser le budget, les premiers budgets qui sont premières finances touchées, ce sont les budgets des associations. Souvent. Donc après, il faudrait pouvoir uniformiser ça, harmoniser ça avec des règles. Et je pense que ça doit se passer au niveau national. Ça peut pas être que les collectivités. Si vraiment ton discours est de dire qu'elles donnent à n'importe qui, ça ne peut pas être que les collectivités qui choisissent à qui elles donnent. Mais à l'époque, on nous a vendu la fusion des régions, par exemple, comme la possibilité justement de faire des économies dans la fonction publique territoriale. On a vu que ça n'a rien résolu. Il y avait toujours autant de fonctionnaires. Il y a cette question-là au niveau de la fonction publique aujourd'hui. À l'époque de Nicolas Sarkozy, il y avait le non-remplacement d'un fonctionnaire sur 2. Le problème, c'est qu'il n'a pas su se dire, sur les questions régaliennes comme la police, la justice, pour le coup, ça, on ne le fait pas. Mais sur le reste, c'était une bonne idée. Parce qu'aujourd'hui, on se retrouve avec des gens, on se retrouve avec des Français qui sont avec des insiders et des outsiders. C'est-à-dire, les insiders, c'est ceux qui ont leurs droits, qui sont garantis, leur retraite, qui ont leurs 35 heures, toutes les aides, qui sont capables de bloquer le pays, etc. Et qui sont en général les grands syndiqués. Et de l'autre côté, il y a les entrepreneurs, les classes moyennes, tous ceux qui à l'époque étaient les gilets jaunes, sur qui justement on va encore taper, qui vont justement qui n'ont aucune aide aujourd'hui et qui se retrouvent à payer pour tout le monde et qui eux on ne les entend jamais. C'est ça la réalité. Le problème de dire il faut baisser le nombre de fonctionnaires et tout, encore une fois il faut en discuter. Moi je suis d'accord pour en parler. Le nombre d'habitants on en a beaucoup plus que l'Allemagne qui est très efficace. Très bien, mais on peut pas dire qu'on n'a plus de services publics dans certains territoires et dans le même temps vouloir baisser le nombre de fonctionnaires. Le service public c'est pas le nombre de personnes. Non, mais, je suis désolé. La Poste c'est ultra inefficace alors qu'il y a plein de monde. Il y a toute une série d'endroits où... Non mais les écoles qui ferment, c'est des fonctionnaires pour la plupart. Oui, c'est pour ça. Donc c'est pour ça que je dis qu'il faut cibler l'humain. Mais il faut couper quelque part. Très bien, mais on peut pas dire il faut baisser forcément le nombre de fonctionnaires et on n'a pas de service public d'un côté. Il y a beaucoup de professeurs qui le disent. Il y a beaucoup de professeurs qui refusent de faire des aides supplémentaires. Il faut évaluer. Moi je veux bien la démagogie de dire les profs on ne touche pas, mais il y a des profs qui passent 20 heures. Non mais d'accord, mais il faut évaluer ce débat, il faut évaluer le nombre de fonctionnaires aujourd'hui et les besoins que l'on a. On peut pas dire simplement il faut baisser le nombre de fonctionnaires et par contre promettre plus de services publics aux Français. Ça va de pair en fait. C'est aussi ça. Quand on dit il faut baisser le budget des associations, moi je suis d'accord, il n'y a pas de problème. On peut baisser le budget des associations, mais c'est pareil, il faut avoir une réflexion globale. Là c'est des trucs qu'on lance comme ça un peu à l'emporte-pièce. Si t'es chef d'entreprise, quand tu veux optimiser justement ta force de travail, oui, mais en règle générale, j'espère qu'à chaque fois le salarié ne dit pas oui mais on manque de gens et l'objectif ça serait simplement d'employer des gens. Mais c'est ça aujourd'hui qu'on entend à chaque fois avec la fonction publique. Le manque de moyens, c'est juste la possibilité d'avoir plus de personnes. Parce qu'il y a cette idée socialiste qui est qu'en fait, plus tu travailles,
plus en fait il y a un gâteau qui n'est pas il y a le gâteau qui est le même. Et donc les 35 heures c'était basé là-dessus. Donc cette idée qu'il faut pas travailler beaucoup pour donner de l'emploi à tout le monde. Mais ça c'est faux aujourd'hui. Et justement il faut une politique de croissance, une politique on crée des opportunités. Et donc aujourd'hui effectivement dans l'éducation nationale il faut pousser des professeurs à accepter les heures supplémentaires qui doivent être effectivement rémunérées, accepter de faire différentes tâches plutôt que toujours recruter d'autres personnes. Tu parles des 35 heures. Ça veut dire est-ce qu'il faut revenir sur les 35 heures? Non, je pense qu'il faut continuer justement les allègements, etc. Mais aujourd'hui, on peut plus. Il ne faut pas revenir sur les 35 heures. Je veux dire pourquoi. Parce qu'aujourd'hui, déjà, un salarié, vu qu'on lui. Selon vous, hein. Oui, aujourd'hui, je pense qu'un salarié, déjà, s'il bosse bien 35 heures, c'est pas mal. Aujourd'hui, on est sur une situation. Mais on est sur une situation où, en fait, on a habitué les salariés à ne plus aimer le travail. Aujourd'hui, la valeur travail n'est plus aussi importante qu'il y a 25 ans. Aujourd'hui, on vend en permanence les congés, les week-ends, tous ces éléments-là. Et déjà, d'avoir un employé qui bosse bien 35 heures aujourd'hui, c'est déjà une grande chance. Donc déjà, essayons de faire ça. Mais dans la fonction publique, Patrick, il y en a, ils travaillent que 24 heures. Hein. C'est faux. Faire respecter les 35 heures dans la fonction publique, ça serait déjà. Mais bien sûr, parce que je sais qu'il y a 30 heures ou 28 heures ou 32 heures dans certaines mairies. Il y en a à 24, il y en a à 28. Déjà, allons sur les 35 heures dans la fonction publique. Et c'est pas le cas aujourd'hui quand on fait les différentes études qui ressortent. Il y a un problème quand même, Alex Darmon, non? Parce que vous disiez, il faut pas taper, il faut faire dans les services publics. Non, mais j'ai pas dit qu'il fallait pas taper. Moi, je dis simplement qu'on peut pas dire. Mon discours, il est simple. On peut pas dire qu'on manque de services publics dans plein de zones rurales, dans plein de zones mortes en France, sur notre territoire, et dire, et puis en plus, il faut de toute façon supprimer les fonctionnaires. Je dis pas qu'il faut pas revoir la politique générale, la politique du travail sur ces fonctionnaires publics. Bien évidemment qu'il faut la revoir. Bien évidemment qu'il faut peut-être créer un vrai, parce qu'il existe déjà, mais un vrai statut du fonctionnaire pour essayer de faire en sorte d'organiser ces systèmes-là. Il y a des statuts qui existent. Sauf qu'on n'est pas revenu dessus depuis des années. Depuis des années. Maintenant, dire demain, on va supprimer un fonctionnaire sur deux. D'abord, ça n'a pas marché, on le sait. Ça n'a pas marché sous Nicolas Sarkozy. Dire on va supprimer un fonctionnaire sur deux. Ça veut dire privatiser une partie, ça veut pas dire juste enlever des choses. Hein. Donc ça veut dire que ça n'a pas marché d'une certaine manière et qu'il fallait peut-être l'imaginer autrement. Donc dire on va supprimer un fonctionnaire sur deux pour pouvoir faire des économies et avoir moins de personnel pour faire fonctionner le pays. Encore une fois, tu faisais une comparaison avec les entreprises. L'État n'est pas une entreprise. L'État, quand on paye des impôts... Pourquoi l'Allemagne a moins de fonctionnaires en nombre d'habitants? Eric, très bien, mais on n'a pas le même système, la même culture que l'Allemagne. On n'a pas le même système économique que l'Allemagne. L'État n'est pas une entreprise. À partir du moment où l'État n'est pas une entreprise, attention, on voit le déficit, il faut faire en sorte que ça ne parte pas dans tous les sens. Il faut aussi réfléchir à comment on peut faire fonctionner l'État. Normalement, nous, on paye des impôts. On a le droit d'avoir des services publics parce qu'on est dans des zones urbaines. Ceux qui payent des impôts qui sont dans des zones rurales, pareil, ils ont le droit d'avoir des services parce qu'ils sont dans des zones rurales. Comment faire fonctionner la France? Est-ce qu'il faut accueillir justement des immigrés pour cela? Question qu'on va se poser dans un instant, pour rebondir aussi sur un sondage de l'IFOP ce matin pour Sud Radio et Fiducial qui est particulièrement intéressant. La vérité en face jusqu'à 10h. On se dit tout, évidemment, ensemble. 9h-10h, Sud Radio, la vérité en face, Patrick Roger. La vérité en face jusqu'à 10h, Alex Darmon et Éric Tegner ce matin en débat. Il nous reste peu de temps, alors deux questions. On va voir Mbappé s'il fallait en parler ou pas dans les médias cette semaine. J'aimerais vous entendre, vous, jeunes entrepreneurs et jeunes journalistes. Et puis, cette autre question, est-ce qu'il faut, pour faire fonctionner la France, est-ce qu'il faut accueillir toujours des immigrés? Alex Darmon. La question elle est compliquée quand même parce que la France elle a fonctionné. D'abord la France elle fonctionne avec des Français pour commencer. Déjà je comprends pas qu'on dise qu'il faut accueillir des immigrés. Bon, après la France elle a fonctionné avec des immigrés qui sont arrivés à un moment donné et qui sont devenus français pour la plupart. Donc sur des métiers en tension, on parle des métiers en tension notamment. Il y avait l'article 3 de cette réforme, c'est le 3 ou le 4, je sais plus de la réforme qui était proposée du projet de loi qui était proposé en décembre dernier et qui était de dire qu'il fallait légaliser les titres de séjour pour la plupart de ces étrangers. Je sais pas s'il faut les accueillir. En tout cas, je trouve que la question est maladroite et qu'elle me gêne même un petit peu. Je vais vous dire. C'est vrai. Ouais. Éric Tegner. Je comprends qu'elle le gêne. Moi, elle ne vous gêne pas? Non, absolument pas. Je pense que les immigrés extra-européens, non. En revanche, je pense que ça fait 40 ans qu'on nous parle du rêve européen, qu'on ne cesse de parler justement d'ouverture des pays européens aux pays de l'Est qui ont besoin justement d'être aidés. Pourquoi ne pas tendre la main d'abord en priorité aux Hongrois, aux Croates, à d'autres,
même aux Ukrainiens aujourd'hui, aux Ukrainiennes d'abord évidemment, Polonais, aux Polonais. On l'a fait déjà, il y a eu. Oui, mais on peut poursuivre cela. C'est-à-dire le fameux plombier polonais, vous vous souvenez? Aujourd'hui, justement, s'il y avait vraiment un besoin de main-d'œuvre au niveau d'avoir des étrangers, priorisons d'abord la main-d'œuvre européenne. Pourquoi? Parce qu'on contribue beaucoup. Pour l'Union européenne, aujourd'hui, on est contributeur neutre, on met de l'argent, donc autant que l'argent reste dans le circuit. C'est quand même la première base aujourd'hui d'une économie. Restons dans le circuit, comme ça on consolide l'économie européenne. Ensuite, le deuxième élément, il est que ces personnes-là ont plus de chances après de revenir dans leur pays, parce que c'est à proximité. Ça va être plus facile, ça leur permet plutôt que de renvoyer des gens à des milliers de kilomètres. Et le troisième élément, c'est évidemment la base culturelle. On ne cesse de nous dire, il faut que les pays européens partagent de plus en plus de valeurs communes, etc. Eh bien, tant mieux, privilégions ça. C'est-à-dire qu'on pense qu'il y a des valeurs communes européennes. En revanche, oui, on n'a pas beaucoup de valeurs avec les Afghans, par exemple. Et ensuite, il faut mettre des éléments en avant. Il y a aujourd'hui 400 000 étrangers sur le territoire français qui sont au chômage. Commençons, eux, par les mettre au travail. Il y a 7,1% de Français qui sont au chômage. Commençons eux par les mettre au travail. Est-ce qu'on en a besoin pour le travail? C'est sur des métiers en tension. Je ne pense pas que certains Français veulent faire ces métiers dont on parle. Ils le faisaient il y a 10 ans. Je vais vous donner les réponses des Français à un sondage, mais qui est un sondage IFOP, justement. Il faudrait mettre en place en France une immigration choisie en fonction des besoins économiques. 69% sont d'accord pour ça. Notre pays compte déjà beaucoup d'étrangers. Accueillir des immigrés supplémentaires n'est pas souhaitable. 73%. Alors bon, je peux ajouter un élément pour ceux qui nous écoutent. Oui, ils vont venir 3 ans pour travailler dans le BTP. Une fois qu'ils auront cotisé, ils vont vivre comme tous les autres Français, ils vont monter. Ils vont accéder à la petite classe moyenne. Là, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont arrêter de travailler. Ils ont les aides sociales. Ils vont avoir des enfants. Et là, même s'ils auront plus de travail, on pourra plus les renvoyer dans leur pays parce qu'il y a les règles aujourd'hui françaises qui font que vos enfants sont dessus. C'est vrai que si vous vivez dans un pays, exactement. Et c'est la raison pour laquelle il y a 400 000 étrangers aujourd'hui qui sont au chômage, parce qu'évidemment que leur but c'est pas de passer 20 ans là-dessus. En revanche, ils ont du mal parce que c'est une main d'œuvre sous-qualifiée. Ils ont du mal à arriver à une classe moyenne supérieure. Donc ils se retrouvent en fait au chômage avec toutes nos aides, etc. Le milliard de primes d'activité pour en fait continuer en fait à les soutenir. Bon, merci à tous les deux. Une question pour terminer avant Valérie Expert et Gilles Gansman. Est-ce qu'il fallait parler de l'affaire Mbappé cette semaine? Est-ce que c'est une affaire? Oui, il fallait en parler d'une certaine manière. Après, on ne sait pas ce qui se passe. La présomption d'innocence, elle existe toujours dans notre pays, normalement. À l'étranger, je sais pas. Mais dans notre pays, elle existe toujours. Oui, il fallait en parler. A priori, il est visé directement par une plainte pour viol. Donc, bien évidemment qu'il fallait en parler. Moi, je trouve qu'il y a une présomption de culpabilité qui pèse sur lui, dans la mesure où, quand je lis la presse, je n'entends personne de ces clubs qui dirait quelque chose qui semblerait normal. Je connais Kylian Mbappé, ça me semble étonnant de sa part. Non, mais l'avocat cette phrase-là, ce que je veux dire, on n'ose plus la dire. Aujourd'hui, quand quelqu'un a une conduite exemplaire, ça n'est plus un exemple, parce que dès que quelqu'un peut vous accuser ou qu'un média de façon interposée vous accuse d'eux, vous n'êtes pas présumé innocent, vous êtes présumé coupable. Moi, c'est ce qui m'inquiète. Oui, mais c'était la question, c'était de savoir est-ce qu'il fallait en parler. On était obligé d'en parler d'une certaine manière. Bien sûr, mais c'est la façon d'en parler. C'est impossible aujourd'hui. Merci Valérie Expert. Il reviendra peut-être d'ailleurs avec ses débatteurs tout à l'heure à partir de 10h30, 10h45. Dans un instant, c'est les médias aussi avec Gilles Gansman, André Berkoff ce midi. Les vraies voix. Si vous passez du côté du mondial de l'automobile Porte de Versailles à Paris, alors il faut venir à Paris pour ça, eh bien, allez voir Philippe David et Cécile de Ménibus avec tous leurs invités entre 17h et 20h. Demain, je vous donne rendez-vous du côté de Lyon.